Chapitre 32. Le lendemain matin, tandis que Mrs. Collins et Maria faisaient des courses dans le village, Elizabeth, restée seule au salon, écrivait à Jane lorsqu'un coup de sonnette la fit tressaillir. Dans la crainte que ce fût Lady Catherine, elle mettait de côté sa lettre inachevée afin d'éviter des questions importunes lorsque la porte s'ouvrit et, à sa grande surprise, livra passage à Mr. Darcy. Il parut étonné de la trouver seule et s'excusa de son indiscrétion en alléguant qu'il avait compris que Mrs. Collins était chez elle. Puis ils s'assirent, et quand Elizabeth eut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silence qui menaçait de se prolonger. Il fallait à tout prix trouver un sujet de conversation. Elizabeth, se rappelant leur dernière rencontre en Hertfordshire, et curieuse de voir ce qu'il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cette remarque. Vous avez tous quitté Netherfield bien rapidement en novembre dernier. Mr. Bingley a dû être agréablement surpris de vous revoir si tôt, car, si je m'en souviens bien, il n'était parti que la veille. Lui et ses sœurs allaient bien, je pense, quand vous avez quitté Londres ? Fort bien, je vous remercie. Voyant qu'elle n'obtiendrait pas d'autre réponse, elle reprit au bout d'un moment. Il me semble avoir compris que Mr. Bingley n'avait guère l'intention de revenir à Netherfield. Je ne le lui ai entendu dire. Je ne serais pas étonnée cependant qu'il y passe peu de temps à l'avenir. Il a beaucoup d'amis et se trouve à une époque de l'existence où les obligations mondaines se multiplient. S'il a l'intention de venir si rarement à Netherfield, il vaudrait mieux pour ses voisins qu'il l'abandonne tout à fait. Nous aurions peut-être des chances de voir une famille s'y fixer d'une façon plus stable. Mais peut-être Mr. Bingley, en prenant cette maison, a-t-il pensé plus à son plaisir qu'à celui des autres, et il règle sans doute ses allées et venues d'après le même principe. Je ne serais pas surpris, dit Darcy, de le voir céder Netherfield si une offre sérieuse se présentait. Elizabeth ne répondit pas. Elle craignait de trop s'étendre sur ce chapitre, et ne trouvant rien d'autre à dire, elle résolut de laisser à son interlocuteur la peine de chercher un autre sujet. Celui-ci le sentit et reprit bientôt. Cette maison paraît fort agréable. Lady Catherine, je crois, y a fait faire beaucoup d'aménagements lorsque Mr. Collins est venu s'installer à Hunsford. Je le crois aussi, et ses faveurs ne pouvaient certainement exciter plus de reconnaissance. Mr. Collins, en se mariant, paraît avoir fait un heureux choix. Certes oui, ses amis peuvent se réjouir qu'il soit tombé sur une femme de valeur, capable à la fois de l'épouser et de le rendre heureux. Mon amie a beaucoup de jugement, bien qu'à mon sens son mariage ne soit peut-être pas ce qu'elle a fait de plus sage, mais elle paraît heureuse et vit à la lumière de la froide raison. Cette union présente beaucoup d'avantages. Elle doit être satisfaite d'être installée à si peu de distance de sa famille et de ses amis. À si peu de distance, dites-vous ? Mais il y a près de 50 miles entre Meryton et Hunsford. Qu'est-ce que 50 miles avec de bonnes routes ? Guère plus d'une demi-journée de voyage. J'appelle cela une courte distance. Pour moi, s'écria Elizabeth, jamais je n'aurais compté cette courte distance parmi les avantages présentés par le mariage de mon amie. Je ne trouve pas qu'elle soit établie à proximité de sa famille. Ceci prouve votre attachement pour le Hertfordshire. En dehors des environs immédiats de Longbourn, tout pays vous semblerait éloigné sans doute. En parlant ainsi, il eut un léger sourire qu'Elizabeth crut comprendre. Il supposait sans doute qu'elle pensait à Jane et à Netherfield aussi, est-ce en rougissant qu'elle répondit. Je ne veux pas dire qu'une jeune femme ne puisse être trop près de sa famille. Les distances sont relatives, et quand un jeune ménage a les moyens de voyager, l'éloignement n'est pas un grand mal. Mr. et Mrs. Collins, bien qu'à leur aise, ne le sont pas au point de se permettre de fréquents déplacements, et je suis sûre qu'il faudrait que la distance fût réduite de moitié pour que mon ami s'estimât à proximité de sa famille. Mr. Darcy rapprocha un peu son siège d'Elizabeth. Quant à vous, dit-il, il n'est pas possible que vous soyez aussi attachée à votre pays. Sûrement, vous n'avez pas toujours vécu à Longbourn. Elizabeth eut un air surpris. Mr. Darcy parut se raviser. Reculant sa chaise, il prit un journal sur la table, y jeta les yeux et poursuivit d'un ton détaché. « Le Kent vous plaît-il » Suivit alors un court dialogue sur le pays, auquel mit fin l'entrée de Charlotte et de sa sœur qui revenaient de leur course. Ce tête-à-tête ne fut pas sans les étonner. Darcy raconta comment il avait, par erreur, dérangé Miss Bennet et, après être resté quelques minutes sans dire grand-chose, prit congé et quitta le presbytère. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Charlotte aussitôt après son départ. « Il doit être amoureux de vous, Élisa.
sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite si familièrement. Mais lorsqu'Élisabeth eut raconté combien Darcy s'était montré taciturne, cette supposition ne parut pas très vraisemblable, et on en vient à cette conclusion. Darcy était venu parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. À cette époque, la chasse était fermée. Dans le château, il y avait bien Lady Catherine, une bibliothèque et un billard. Mais des jeunes gens ne peuvent rester enfermés du matin au soir. Que ce fût la proximité du presbytère, l'agrément du chemin qui y conduisait, ou des personnes qui l'habitaient, toujours est-il que le colonel Fitzwilliam et Mr. Darcy en firent dès lors le but presque quotidien de leur promenade. Ils arrivaient à toute heure, tantôt ensemble et tantôt séparément, parfois même accompagnés de leur tante. Il était visible que le colonel Fitzwilliam était attiré par la société des trois jeunes femmes. La satisfaction qu'Élisabeth éprouvait à le voir, aussi bien que l'admiration qu'il laissait paraître pour elle, lui rappelait son ancien favori, George Wickham, et si, en les comparant, elle trouvait moins de séduction aux manières du colonel Fitzwilliam, elle avait l'impression que des deux, c'était lui sans doute qui possédait l'esprit le plus cultivé. Mais Mr. Darcy? Comment expliquer ses fréquentes apparitions au presbytère? Ce ne pouvait être par amour de la société. Il lui arrivait souvent de rester 10 minutes sans ouvrir la bouche, et quand il parlait, il semblait que ce fût par nécessité plutôt que par plaisir. Rarement lui voyait-on de l'animation. La façon dont Fitzwilliam le plaisantait sur son mutisme prouvait que, d'habitude, il n'était pas aussi taciturne. Mrs. Collins ne savait qu'en penser. Elle lui aimait se persuader que cette attitude était l'effet de l'amour, et l'objet de cet amour, son amie Élisabeth. Pour résoudre ce problème, elle se mit à observer Darcy à Rosings et à Hunsford, mais sans grand succès. Il regardait certainement beaucoup Élisabeth, mais d'une manière difficile à interpréter. Charlotte se demandait souvent si le regard attentif qu'il attachait sur elle contenait beaucoup d'admiration, et par moments il lui semblait simplement le regard d'un homme dont l'esprit est ailleurs. Une fois ou deux, Charlotte avait insinué devant son amie que Mr. Darcy nourrissait peut-être une préférence pour elle, mais Élisabeth s'était contentée de rire et Mrs. Collins avait jugé sage de ne pas insister, de peur de faire naître des espérances stériles. Pour elle, il ne faisait pas de doute que l'antipathie d'Élisabeth aurait vite fait de s'évanouir si elle avait pu croire qu'elle eût quelque pouvoir sur le cœur de Mr. Darcy. Parfois, dans les projets d'avenir qu'elle faisait pour son amie, Charlotte la voyait épousant le colonel Fitzwilliam. Les deux cousins s'étaient sans contredit le plus agréable. Il admirait Élisabeth, et sa situation faisait de lui un beau parti. Seulement, pour contrebalancer tous ces avantages, Mr. Darcy avait une influence considérable dans le monde clérical, tandis que son cousin n'en possédait aucune. Chapitre 33. Plus d'une fois, Élisabeth, en se promenant dans le parc, rencontra Mr. Darcy à l'improviste. Elle trouvait assez étrange la malchance qui la menait dans un endroit ordinairement si solitaire, et elle eut soin de l'informer que ce coin du parc était sa retraite favorite. Une seconde rencontre après cet avertissement était plutôt singulière. Elle eut lieu cependant, et une autre encore. Était-ce pour l'ennuyer ou pour s'imposer à lui-même une pénitence? Car il ne se contentait point dans ces occasions de lui dire quelques mots de politesse et de poursuivre son chemin, mais paraissait croire nécessaire de l'accompagner dans sa promenade. Il ne se montrait jamais très bavard, et de son côté, Élisabeth ne faisait guère de frais. Au cours de la troisième rencontre, cependant, elle fut frappée des questions bizarres et sans lien qu'il lui posait sur l'agrément de son séjour à Hunsford, sur son goût pour les promenades solitaires, sur ce qu'elle pensait de la félicité du ménage Collins, enfin, comme il était question de Rosings et de la disposition intérieure des appartements qu'elle disait ne pas bien connaître, Darcy avait eu l'air de penser que lorsqu'elle reviendrait dans le Kent, elle séjournerait cette fois au château. Voilà du moins ce qu'Élisabeth crut comprendre. Était-ce possible qu'en parlant ainsi, il pensât au colonel Fitzwilliam? Si ces paroles avaient un sens, il voulait sans doute faire allusion à ce qui pourrait se produire de ce côté. Cette pensée troubla quelque peu Élisabeth, qui fut heureuse de se retrouver seule à l'entrée du presbytère. Un jour qu'en promenade, elle relisait une lettre de Jane et méditait certains passages qui laissaient deviner la mélancolie de sa sœur, Élisabeth, en levant les yeux, se trouva face à face, non point cette fois avec Mr. Darcy, mais avec le colonel Fitzwilliam. « Je ne savais pas que vous promeniez jamais de ce côté, dit-elle avec un sourire en repliant sa lettre. Je viens de faire le tour complet du parc comme je le fais généralement à chacun de mes séjours, et je pensais terminer par une visite de Mrs. Collins. Continuez-vous votre promenade? Non, j'étais sur le point de rentrer.
Ils reprirent ensemble le chemin du presbytère. « Avez-vous toujours le projet de partir samedi prochain ?»« Oui, si Darcy ne remet pas encore notre départ. Je suis ici à sa disposition et il arrange tout à sa guise. » Et si l'arrangement ne le satisfaisait point, il a toujours eu le plaisir de la décision. Je ne connais personne qui semble goûter plus que Mr. Darcy le pouvoir d'agir à sa guise. Certes, il aime faire ce qui lui plaît, mais nous en sommes tous là. Il a seulement pour poursuivre son inclination plus de facilité que bien d'autres, parce qu'il est riche et que tout le monde ne l'est pas. J'en parle en connaissance de cause. Les cadets de famille, vous le savez, sont habitués à plus de dépendance et de renoncement. Je ne me serais pas imaginé que le fils cadet d'un comte avait de tels maux à supporter. Sérieusement, que connaissez-vous de la dépendance et du renoncement ? Quand le manque d'argent vous a-t-il empêché d'aller où vous vouliez ou de vous accorder une fantaisie ? Voilà des questions bien directes. Non, il faut que je l'avoue, je n'ai pas eu à souffrir beaucoup d'ennuis de ce genre. Mais le manque de fortune peut m'exposer à des épreuves plus graves. Les cadets de famille, vous le savez, ne peuvent guère se marier selon leur choix. À moins que leur choix ne se porte sur des héritières, ce qui arrive, je crois, assez fréquemment. Nos habitudes de vie nous rendent trop dépendants, et peu d'hommes de mon rang peuvent se marier sans tenir compte de la fortune. Ceci serait-il pour moi ? Se demanda Élisabeth, que cette idée fit rougir. Mais se reprenant, elle dit avec engouement. Et quel est, s'il vous plaît, le prix ordinaire du fils cadet d'un comte ? À moins que le frère aîné ne soit d'une santé spécialement délicate, vous ne demandez pas, je pense, plus de 50 000 livres. Il lui répondit sur le même ton, puis pour rompre un silence qui aurait pu laisser croire qu'elle était affectée de ce qu'il avait dit, Élisabeth reprit bientôt. « J'imagine que votre cousin vous a amené pour le plaisir de sentir près de lui quelqu'un qui soit à son entière disposition. Je m'étonne qu'il ne se marie pas, car le mariage lui assurerait cette commodité d'une façon permanente. Mais peut-être sa sœur lui suffit-elle pour l'instant, et il doit faire d'elle ce que bon lui semble, puisqu'elle est sous sa seule direction. » Non, répliqua le colonel Fitzwilliam, c'est un avantage qu'il partage avec moi, car nous sommes tous deux co-tuteurs de Miss Darcy. Vraiment ? Et dites-moi donc quelle sorte de tuteur vous faites ? Votre pupille vous donne-t-elle beaucoup de peine ? Les jeunes filles de cet âge sont parfois difficiles à mener, et si c'est une vraie Darcy, elle est sans doute assez indépendante. Comme elle prononçait ces paroles, elle remarqua que Fitzwilliam la regardait attentivement, et la façon dont il lui demanda pourquoi elle supposait que la tutelle de Miss Darcy pût lui donner quelque peine, convainquit Élisabeth qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, touché la vérité. « N'ayez aucune crainte, répliqua-t-elle aussitôt. Je n'ai jamais entendu médire si peu que ce soit de votre pupille, et je suis persuadée de sa docilité. 2 dames de ma connaissance ne jurent que par elle, Mrs. Hurst et Miss Bingley. Il me semble vous avoir entendu dire que vous les connaissiez aussi. Je les connais un peu. Leur frère est un homme aimable et bien élevé, et c'est le grand ami de Darcy. Oh, je sais, dit Élisabeth un peu sèchement. Mr. Darcy montre beaucoup de bonté pour Mr. Bingley, et veille sur lui avec une extraordinaire sollicitude. Oui, je crois en effet que Darcy veille sur son ami qui, sous certains rapports, a besoin d'être guidé. Une chose qu'il m'a dite en venant ici m'a même fait supposer que Bingley lui doit à ce titre quelque reconnaissance. Mais je parle peut-être un peu vite car rien ne m'assure que Bingley soit la personne dont il était question. C'est pure conjecture de ma part. De quoi s'agissait-il ? D'une circonstance dont Darcy désire certainement garder le secret, car s'il devait en revenir quelque chose à la famille intéressée, ce serait fort désobligeant. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Et notez bien que je ne suis pas certain qu'il s'agisse de Bingley. Darcy m'a simplement dit qu'il se félicitait d'avoir sauvé dernièrement un ami du danger d'un mariage imprudent. J'ai supposé que c'était Bingley dont il s'agissait, parce qu'il me semble appartenir à la catégorie des jeunes gens capables d'une étourderie de ce genre, et aussi parce que je sais que Darcy et lui avaient passé l'été ensemble. Mr. Darcy vous a-t-il donné les raisons de son intervention ? J'ai compris qu'il y avait contre la jeune fille des objections très sérieuses. Et quels moyens habiles a-t-il employés pour les séparer ? Il ne m'a pas conté ce qu'il avait fait, dit Fitzwilliam en souriant. Il m'a dit seulement ce que je viens de vous répéter. Élisabeth ne répondit pas et continua d'avancer, le cœur gonflé d'indignation. Après l'avoir observé un moment, Fitzwilliam lui demanda pourquoi elle était si songeuse. « Je pense à ce que vous venez de me dire. La conduite de votre cousin m'étonne. Pourquoi s'est-il fait juge en cette affaire ? Vous trouvez son intervention indiscrète ?
Je ne vois pas quel droit avait Mr. Darcy de désapprouver l'inclination de son ami, ni de décider comment celui-ci pouvait trouver le bonheur. Mais, dit-elle en se ressaisissant, comme nous ignorons tous les détails, il n'est pas juste de le condamner. On peut supposer aussi que le sentiment de son ami n'était pas très profond. Cette supposition n'est pas invraisemblable, dit Fitzwilliam, mais elle enlève singulièrement de sa valeur à la victoire de mon cousin. Ce n'était qu'une réflexion plaisante, mais qui parut à Élisabeth peindre très justement Mr. Darcy. Craignant, si elle poursuivait ce sujet, de n'être plus maîtresse d'elle-même, la jeune fille changea brusquement la conversation, et il ne fut plus question que de choses indifférentes jusqu'à l'arrivée au presbytère. Dès que le visiteur fut parti, elle eut le loisir de réfléchir longuement à ce qu'elle venait d'entendre. Sur l'identité des personnages, elle ne pouvait avoir de doute. Il n'y avait que 2 hommes sur qui Mr. Darcy put avoir une influence aussi considérable. Élisabeth avait toujours supposé qu'elle avait dû coopérer au plan suivi pour séparer Bingley et Jane, mais elle en attribuait l'idée principale et la réalisation à Miss Bingley. Cependant, si Mr. Darcy ne se vantait pas, c'était lui, c'était son orgueil et son caprice qui étaient la cause de tout ce que Jane avait souffert et souffrait encore. Il avait brisé pour un temps tout espoir de bonheur dans le cœur le plus tendre, le plus généreux qui fût, et le mal qu'il avait causé, nul n'en pouvait prévoir la durée. Il y avait des objections sérieuses contre la jeune fille, avait dit le colonel Fitzwilliam. Ces objections étaient sans nul doute qu'elle avait un oncle avoué dans une petite ville et un autre dans le commerce à Londres. À Jane, que pourrait-on reprocher, se disait Élisabeth. Jane, le charme et la bonté personnifiés, dont l'esprit est si raisonnable et les manières si séduisantes. Contre mon père non plus, on ne peut rien dire. Malgré son originalité, il a une intelligence que Mr. Darcy peut ne point dédaigner, et une respectabilité à laquelle lui-même ne parviendra peut-être jamais. À la pensée de sa mère, elle sentit sa confiance s'ébranler. Mais non, ce genre d'objection ne pouvait avoir de poids aux yeux de Mr. Darcy, dont l'orgueil, elle en était sûre, était plus sensible à l'infériorité du rang qu'au manque de jugement de la famille où voulait entrer son ami. Élisabeth finit par conclure qu'il avait été poussé par une détestable fierté, et sans doute aussi par le désir de conserver Bingley pour sa sœur. L'agitation et les larmes qui furent l'effet de ces réflexions provoquèrent une migraine dont Élisabeth souffrait tellement vers le soir que sa répugnance à revoir Mr. Darcy aidant, elle décida de ne pas accompagner ses cousins à Rosings où ils étaient invités à aller prendre le thé. Mrs. Collins, voyant qu'elle était réellement souffrante, n'insista pas pour la faire changer d'avis, mais Mr. Collins ne lui cacha point qu'il craignait fort que Lady Catherine ne fût mécontente en voyant qu'elle était restée au logis. Chapitre 34. Comme si elle avait pris à tâche de s'exaspérer encore davantage contre Mr. Darcy, Élisabeth, une fois seule, se mit à relire les lettres que Jane lui avait écrites depuis son arrivée à Hunsford. Aucune ne contenait de plainte positive, mais toutes trahissaient l'absence de cet enjouement et qui était le caractère habituel de son style, et qui, procédant de la sérénité d'un esprit toujours en paix avec les autres et avec lui-même, n'avait été que rarement troublé. Élisabeth notait toutes les phrases empreintes de tristesse avec une attention qu'elle n'avait pas mise à la première lecture. La façon dont Mr. Darcy se glorifiait de la souffrance par lui infligée augmentait sa compassion pour le chagrin de sa sœur. C'était une consolation de penser que le séjour de Mr. Darcy à Rosings se terminait le surlendemain. C'en était une autre et plus grande de se dire que dans moins de 15 jours elle serait auprès de Jane et pourrait contribuer à la guérison de son cœur de tout le pouvoir de son affection fraternelle. En songeant au départ de Darcy, elle se rappela que son cousin partait avec lui, mais le colonel Fitzwilliam avait montré clairement que ses amabilités ne tiraient pas à conséquence, et tout charmant qu'il était, elle n'avait nulle envie de se rendre malheureuse à cause de lui. Elle en était là de ses réflexions lorsque le son de la clochette d'entrée la fit sursauter. Était-ce par hasard le colonel Fitzwilliam, dont les visites étaient quelquefois assez tardives, qui venait prendre de ses nouvelles ? Un peu troublée par cette idée, elle la repoussa aussitôt, et reprenant son calme quand elle vit, avec une extrême surprise, Mr. Darcy entrer dans la pièce. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé, expliquant sa visite par le désir qu'il avait d'apprendre qu'elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec une politesse pleine de froideur. Il s'assied quelques instants, puis, se relevant, se mit à arpenter la pièce. Élisabeth, saisie d'étonnement, ne disait mot. Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle, et d'un air agité débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments.
Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Élisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. Mr. Darcy crut y avoir un encouragement, et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Il parlait bien, mais il avait en dehors de son amour d'autres sentiments à exprimer, et sur ce chapitre il ne se montra pas moins éloquent que sur celui de sa passion. Son inclination s'était toujours violemment heurtée, disait-il, à la conscience de commettre une mésalliance et à l'obstacle que représentait la famille d'Élisabeth. Tout cela fut détaillé avec une chaleur bien naturelle si l'on songeait au sacrifice que faisait sa fierté, mais certainement peu propre à plaider sa cause. En dépit de sa profonde antipathie, Élisabeth ne pouvait rester insensible à l'hommage que représentait l'amour d'un homme tel que Mr. Darcy. Sans que sa résolution en fût ébranlée un instant, elle commençait par se sentir peinée du chagrin qu'elle allait lui causer, mais, irritée par la suite de son discours, elle vit sa colère supprimer toute compassion, et elle essaya seulement de se dominer pour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu'il aurait terminé. Il conclut en lui représentant la force d'un sentiment que tous ses efforts n'avaient pas réussi à vaincre, et en exprimant l'espoir qu'elle voudrait bien y répondre en lui accordant sa main. Tandis qu'il prononçait ces paroles, il était facile de voir qu'il ne doutait pas de recevoir une réponse favorable. Il parlait bien de crainte, d'anxiété, mais sa contenance exprimait la sécurité. Rien n'était plus fait pour exaspérer Élisabeth, et dès qu'il eut terminé, elle lui répondit, les joues en feu. En des circonstances comme celle-ci, je crois qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance pour les sentiments dont on vient d'entendre l'aveu. C'est chose naturelle, et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vous remercierais. Mais je ne le suis pas. Je n'ai jamais recherché votre affection, et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d'avoir pu causer de la peine à quelqu'un, mais je l'ai fait sans le vouloir, et cette peine, je l'espère, sera de courte durée. Les sentiments qui, me dites-vous, ont retardé jusqu'ici l'aveu de votre inclination, n'auront pas de peine à en triompher après cette explication. Mr. Darcy, qui s'appuyait à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Élisabeth, accueillit ces paroles avec autant d'irritation que de surprise. Il pâlit de colère, et son visage refléta le trouble de son esprit. Visiblement, il luttait pour reconquérir son sang-froid, et il n'ouvrit la bouche que lorsqu'il pensa y être parvenu. Cette pause sembla terrible à Élisabeth. Enfin, d'une voix qu'il réussissait à maintenir calme, il reprit. « Ainsi c'est là toute la réponse que j'aurai l'honneur de recevoir. Puis-je savoir, du moins, pourquoi vous me repoussez avec des formes que n'atténue aucun effort de politesse, mais au reste, peu importe. » Je pourrais aussi bien vous demander, répliqua Élisabeth, pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté, votre raison, et même le souci de votre réputation. N'est-ce pas là une excuse pour mon impolitesse, si impolitesse il y a? Mais j'ai d'autres sujets d'offense, et vous ne les ignorez pas. Quand vous ne m'auriez pas été indifférent, quand même j'aurais eu de la sympathie pour vous, rien au monde n'aurait pu me faire accepter l'homme responsable d'avoir ruiné, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur très aimée. À ces mots, Mr. Darcy changea de couleur, mais son émotion fut de courte durée, et il ne chercha même pas à interrompre Élisabeth qui continuait. J'ai toutes les raisons du monde de vous mal juger. Aucun motif ne peut excuser le rôle injuste et peu généreux que vous avez joué en cette circonstance. Vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez été le principal, sinon le seul artisan de cette séparation, que vous avez exposé l'un à la censure du monde pour sa légèreté et l'autre à sa dérision pour ses espérances déçues, en infligeant à tous deux la peine la plus vive. Elle s'arrêta et vit non sans indignation que Darcy l'écoutait avec un air parfaitement insensible. Il avait même, en la regardant, un sourire d'incrédulité affectée. « N'irez-vous l'avoir fait » répéta-t-elle. Avec un calme forcé, il répondit. « Je ne cherche nullement à nier que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour séparer mon ami de votre sœur, ni que je me suis réjoui d'y avoir réussi. J'ai été pour Bingley plus raisonnable que pour moi-même. » Élisabeth parut dédaigner cette réflexion aimable, mais le sens ne lui en échappa point, et de plus en plus animée, elle reprit. « Ceci n'est pas la seule raison de mon antipathie. Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J'ai appris à vous connaître par les révélations que m'a faites Mr. Wickham voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet, qu'avez-vous à dire? Quel acte d'amitié imaginaire pouvez-vous invoquer pour vous défendre,
ou de quelle façon pouvez-vous dénaturer les faits pour en donner une version qui vous soit avantageuse? Vous prenez un intérêt bien vif aux affaires de ce gentleman, dit Darcy d'un ton moins froid, tandis que son visage s'enflammait. Qui pourrait n'en point éprouver quand on connaît son infortune? Son infortune, répéta Darcy d'un ton méprisant. Son infortune est grande, en vérité. Et vous en êtes l'auteur. C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté relative, je le veux bien. C'est vous qui l'avez frustré davantage que vous lui saviez destiné. Vous avez privé toute sa jeunesse de l'indépendance à laquelle il avait le droit. Vous avez fait tout cela, et la mention de son infortune n'excite que votre ironie? Alors, s'écria Darcy, arpentant la pièce avec agitation, voilà l'opinion que vous avez de moi. Je vous remercie de me l'avoir dite aussi clairement. Les charges énumérées dans ce réquisitoire, certes, sont accablantes. Mais peut-être, dit-il en suspendant sa marche et en se tournant vers elle, auriez-vous fermé les yeux sur cette offense si votre amour-propre n'avait pas été froissé par la confession honnête des scrupules qui m'ont longtemps empêché de prendre une décision. Ces accusations amères n'auraient peut-être pas été formulées si avec plus de diplomatie j'avais dissimulé mes luttes, et vous avez affirmé que j'étais poussé par une inclination pure et sans mélange, par la raison, par le bon sens, par tout enfin. Mais la dissimulation sous n'importe quelle forme m'a toujours fait horreur. Je ne rougis pas d'ailleurs des sentiments que je vous ai exposés. Ils sont justes et naturels. Pouviez-vous vous attendre à ce que je me réjouisse de l'infériorité de votre entourage, ou que je me félicite de nouer des liens de parenté avec des personnes dont la condition sociale est si manifestement au-dessous de la mienne? La colère d'Élisabeth grandissait de minute en minute. Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elle parvint à se contenir et répondit. Vous vous trompez, Mr. Darcy, si vous supposez que le mode de votre déclaration a pu me causer un autre effet que celui-ci. Il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. Il tressaillit, mais la laissa continuer. Sous quelque forme que se fût produite votre demande, jamais je n'aurais eu l'intention de l'agréer. De plus en plus étonné, Darcy la considérait avec une expression mêlée d'incrédulité et de mortification pendant qu'elle poursuivait. Depuis le commencement, je pourrais dire dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappé par votre fierté, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Il n'y avait pas un mois que je vous connaissais, et déjà je sentais que vous étiez le dernier homme du monde que je consentirais à épouser. Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments, et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps, et acceptez mes meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur. Il sortit rapidement sur ces mots, et un instant après, Élisabeth entendait la porte de la maison se refermer sur lui. Le tumulte de son esprit était extrême. Tremblante d'émotion, elle se laissa tomber sur un siège et pleura pendant un long moment. Toute cette scène lui semblait incroyable. Était-il possible que Mr. Darcy eût pu être épris d'elle depuis des mois, épris au point de vouloir l'épouser en dépit de toutes les objections qu'il avait opposées au mariage de son ami avec Jane? C'était assez flatteur pour elle d'avoir inspiré inconsciemment un sentiment aussi profond, mais l'abominable fierté de Mr. Darcy, la façon dont il avait parlé de Mr. Wickham sans essayer de nier la cruauté de sa propre conduite, eurent vite fait d'éteindre la pitié dans le cœur d'Élisabeth, un instant émue par la pensée d'un tel amour. Ces réflexions continuèrent à l'agiter jusqu'au moment où le roulement de la voiture de Lady Catherine se fit entendre. Se sentant incapable d'affronter le regard observateur de Charlotte, elle s'enfuit dans sa chambre. Chapitre 35. À son réveil, Élisabeth retrouva les pensées et les réflexions sur lesquelles elle s'était endormie. Elle ne pouvait revenir de la surprise qu'elle avait éprouvée la veille, il lui était impossible de penser à autre chose. Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolut de prendre un peu d'exercice après le déjeuner. Elle se dirigeait vers son endroit favori lorsque l'idée que Mr. Darcy venait parfois de ce côté l'arrêta. Au lieu d'entrer dans le parc, elle suivit le sentier qui l'éloignait de la grande route, tout en longeant la grille. Saisie par le charme de cette matinée printanière, elle s'arrêta à l'une des portes et jeta un coup d'œil dans le parc. L'aspect de la campagne avait beaucoup changé pendant les 5 semaines qu'elle avait passées à Hunsford, et les arbres les plus précoces verdissaient à vue d'œil.
Élisabeth allait reprendre sa promenade lorsqu'elle aperçut une silhouette masculine dans le bosquet qui formait la lisière du parc. Craignant que ce ne fût Mr. Darcy, elle se hâta de battre en retraite. Mais celui qu'elle voulait éviter était déjà assez près pour la voir, et il fit rapidement quelques pas vers elle en l'appelant par son nom. Élisabeth fit volte-face et revint vers la porte. Mr. Darcy y arrivait en même temps qu'elle, et, lui tendant une lettre qu'elle prit instinctivement, il lui dit avec un calme hautain. « Je me promenais par ici depuis quelque temps dans l'espoir de vous rencontrer. Voulez-vous me faire l'honneur de lire cette lettre ?» Sur quoi, après un léger salut, il rentra dans le parc et fut bientôt hors de sa vue. Sans en attendre aucune satisfaction, mais avec une vive curiosité, Élisabeth ouvrit l'enveloppe et fut surprise d'y trouver 2 grandes feuilles entièrement couvertes d'une écriture fine et serrée. Elle se mit à lire aussitôt tout en marchant. La lettre contenait ce qui suit. Rosings, 8 heures du matin. Ne craignez pas, mademoiselle, en ouvrant cette lettre, que j'ai voulu y renouveler l'aveu de mes sentiments et la demande qui vous ont si fort offusqué hier soir. Je n'éprouve pas le moindre désir de vous importuner, non plus que celui de m'abaisser en revenant sur une démarche que nous ne saurions oublier trop tôt l'un et l'autre. Je n'aurais pas eu la peine d'écrire cette lettre, ni vous de la lire, si le soin de ma réputation ne l'avait exigé. Vous excuserez donc la liberté que je prends de demander toute votre attention. Ce que je ne saurais attendre de votre sympathie, je crois pouvoir le réclamer de votre justice. Vous m'avez chargé hier de 2 accusations différentes, de nature aussi bien que de gravité. La première de ces accusations, c'est que, sans écart pour les sentiments de l'un et de l'autre, j'avais détaché Mr. Bingley de votre sœur. La seconde, c'est qu'au mépris de revendications légitimes, au mépris des sentiments de l'honneur et d'humanité, j'avais brisé la carrière et ruiné les espérances d'avenir de Mr. Wickham. Après avoir ainsi volontairement et d'un cœur léger rejeté le compagnon de ma jeunesse, le favori de mon père, le jeune homme qui ne pouvait guère compter que sur notre protection et avait été élevé dans l'assurance qu'elle ne lui manquerait pas, tout cela témoignerait d'une perversion à laquelle le tort de séparer 2 jeunes gens dont l'affection remontait à peine à quelques semaines ne peut se comparer. Du blâme sévère que vous m'avez si généreusement infligé hier soir, j'espère cependant me faire absoudre lorsque la suite de cette lettre vous aura mis au courant de ce que j'ai fait et des motifs qui m'ont fait agir. Si au cours de cette explication que j'ai le droit de vous donner, je me trouve obligé d'exprimer des sentiments qui vous offensent, croyez bien que je le regrette, mais je ne puis faire autrement, et m'en excuser de nouveau serait superflu. Je n'étais pas depuis longtemps en Hertfordshire lorsque je m'aperçus, avec d'autres, que Bingley avait distingué votre sœur entre toutes les jeunes filles du voisinage, mais c'est seulement le soir du bal de Netherfield que je commençai à craindre que cette inclination ne fût vraiment sérieuse. Ce n'était pas la première fois que je le voyais amoureux. Au bal, pendant que je dansais avec vous, une réflexion de Sir William Lucas me fit comprendre pour la première fois que l'empressement de Bingley auprès de votre sœur avait convaincu tout le monde de leur prochain mariage. Sir William en parlait comme d'un événement dont la date seule était indéterminée. À partir de ce moment, j'observai Bingley de plus près et je m'aperçus que son inclination pour Miss Bennet dépassait ce que j'avais remarqué jusque-là. J'observai aussi votre sœur. Ses manières étaient ouvertes, joyeuses et engageantes comme toujours, mais sans rien qui dénotât une préférence spéciale, et je demeurai convaincu, après un examen attentif, que si elle accueillait les attentions de mon amie avec plaisir, elle ne les provoquait pas en lui laissant voir qu'elle partageait ses sentiments. Si vous ne vous êtes pas trompé vous-même sur ce point, c'est moi qui dois être dans l'erreur. La connaissance plus intime que vous avez de votre sœur rend cette supposition probable. Dans ce cas, je me suis trouvé lui infliger une souffrance qui légitime votre ressentiment. Mais je n'hésite pas à dire que la sérénité de votre sœur aurait donné à l'observateur le plus vigilant l'impression que, si aimable que fût son caractère, son cœur ne devait pas être facile à toucher. J'étais, je ne le nie pas, désireux de constater son indifférence, mais je puis dire avec sincérité que je n'ai pas l'habitude de laisser influencer mon jugement par mes désirs ou par mes craintes. J'ai cru à l'indifférence de votre sœur pour mon amie, non parce que je souhaitais y croire, mais parce que j'en étais réellement persuadée. Les objections que je faisais à ce mariage n'étaient pas seulement celles dont je vous ai dit hier soir qu'il m'avait fallu pour les repousser toute la force d'une passion profonde. Le rang social de la famille dans laquelle il désirait entrer ne pouvait avoir pour mon ami la même importance que pour moi,
Mais il y avait d'autres motifs de répugnance, motifs qui se rencontrent à un égal degré dans les deux cas, mais que j'ai pour ma part essayé d'oublier parce que les inconvénients que je redoutais n'étaient plus immédiatement sous mes yeux. Ces motifs doivent être exposés brièvement. La parenté du côté de votre mère, bien qu'elle fût pour moi un obstacle, n'était rien en comparaison du faible sentiment des convenances trop souvent trahies par elle-même, par vos plus jeunes sœurs, parfois aussi par votre père. Pardonnez-moi, il m'est pénible de vous blesser, mais dans la contrariété que vous éprouvez à entendre blâmer votre entourage, que ce soit pour vous une consolation de penser que ni vous ni votre sœur n'avez jamais donné lieu à la moindre critique de ce genre, et cette louange que tous se plaisent à vous décerner fait singulièrement honneur au caractère et au bon sens de chacune. Je dois dire que ce qui se passa le soir du bal confirma mon jugement et augmenta mon désir de préserver mon ami de ce que je considérais comme une alliance regrettable. Comme vous vous en souvenez, il quitta Netherfield le lendemain avec l'intention de revenir peu de jours après. Le moment est venu maintenant d'expliquer mon rôle en cette affaire. L'inquiétude de Miss Bingley avait été également éveillée, la similitude de nos impressions fut bientôt découverte, et convaincus tous deux qu'il n'y avait pas de temps à perdre si nous voulions détacher son frère, nous résolûmes de le rejoindre à Londres, où, à peine arrivé, j'entrepris de faire comprendre à mon ami les inconvénients certains d'un tel choix. Je ne sais à quel point mes représentations auraient ébranlé ou retardé sa détermination, mais je ne crois qu'en fin de compte elles eussent empêché le mariage sans l'assurance que je n'hésitais pas à lui donner de l'indifférence de votre sœur. Il avait cru jusque-là qu'elle lui rendait son affection sincèrement, sinon avec une ardeur comparable à la sienne. Mais Bingley a beaucoup de modestie naturelle et se fit volontiers à mon jugement plus qu'au sien. Le convaincre qu'il s'était trompé ne fut pas chose difficile. Le persuader ensuite de ne pas retourner à Netherfield fut l'affaire d'un instant. Je ne puis me reprocher d'avoir agi de la sorte, mais il y a autre chose dans ma conduite en cette affaire qui me cause moins de satisfaction. C'est d'avoir consenti à des mesures ayant pour objet de laisser ignorer à mon ami la présence de votre sœur à Londres. J'en étais instruit moi-même aussi bien que Miss Bingley, mais son frère n'en a jamais rien su. Ses sentiments ne me semblaient pas encore assez calmés pour qu'il pût risquer sans danger de la revoir. Peut-être cette dissimulation n'était-elle pas digne de moi. En tout cas, la chose est faite, et j'ai agi avec les meilleures intentions. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet, pas d'autres explications à offrir. Si j'ai causé de la peine à votre sœur, je l'ai fait sans m'en douter, et les motifs de ma conduite, qui doivent naturellement vous sembler insuffisants, n'ont pas perdu à mes yeux leur valeur. Quant à l'accusation plus grave d'avoir fait tort à Mr. Wickham, je ne puis la réfuter qu'en mettant sous vos yeux le récit de ses relations avec ma famille. J'ignore ce dont il m'a particulièrement accusé, mais de la vérité de ce qui va suivre, je puis citer plusieurs témoins dont la bonne foi est incontestable. Mr. Wickham est le fils d'un homme extrêmement respectable, qui, pendant de longues années, eut à régir tout le domaine de Pemberley. En reconnaissance du dévouement qu'il apporta dans l'accomplissement de cette tâche, mon père s'occupa, avec une bienveillance sans bornes, de George Wickham, qui était son filleul. Il se chargea des frais de son éducation au collège et à Cambridge, aide inappréciable pour Mr. Wickham, qui, toujours dans la gêne par suite de l'extravagance de sa femme, se trouvait dans l'impossibilité de faire donner à son fils l'éducation d'un gentleman. Mon père, non seulement aimait la société de ce jeune homme dont les manières ont toujours été séduisantes, mais l'avait en haute estime. Il souhaitait lui voir embrasser la carrière ecclésiastique et se promettait d'aider à son avancement. Pour moi, il y avait fort longtemps que j'avais commencé à le juger d'une façon différente. Les dispositions vicieuses et le manque de principe qu'il prenait soin de dissimuler à son bienfaiteur ne pouvaient échapper à un jeune homme du même âge ayant l'occasion, qui manquait à mon père, de le voir dans des moments où il s'abandonnait à sa nature. Me voilà de nouveau dans l'obligation de vous faire de la peine, en quelle mesure je ne sais. Le soupçon qui m'est venu sur la nature des sentiments que vous a inspirés George Wickham ne doit pas m'empêcher de vous dévoiler son véritable caractère et me donne même une raison de plus de vous en instruire. Mon excellent père mourut il y a 5 ans, et jusqu'à la fin, son affection pour George Wickham ne se démentit point. Dans son testament, il me recommandait tout particulièrement de favoriser l'avancement de son protégé dans la carrière de son choix, et, au cas où celui-ci entrerait dans les ordres, de le faire bénéficier d'une cure importante, qui est un bien de famille aussitôt que les circonstances la rendraient vacante.
Il lui laissait de plus un legs de 1000 livres. Le père de Mr. Wickham ne survécut pas longtemps au mien, et dans les 6 mois qui suivirent ces événements, George Wickham m'écrivit pour me dire qu'il avait finalement décidé de ne pas entrer dans les ordres. En conséquence, il espérait que je trouverais naturel son désir de voir transformer en un avantage pécuniaire la promesse du bénéfice ecclésiastique faite par mon père. Je me propose, ajoutait-il, de faire mes études de droit, et vous devez vous rendre compte que la rente de 1000 livres sterling est insuffisante pour me faire vivre. J'aurais aimé à le croire sincère. En tout cas, j'étais prêt à accueillir sa demande car je savais pertinemment qu'il n'était pas fait pour être clergyman. L'affaire fut donc rapidement conclue. En échange d'une somme de 3000 livres, Mr. Wickham abandonnait toute prétention à se faire assister dans la carrière ecclésiastique, dût-il jamais y entrer. Il semblait maintenant que toute relation dût être rompue entre nous. Je ne l'estimais pas assez pour l'inviter à Pemberley, non plus que pour le fréquenter à Londres. C'est là, je crois, qu'il vivait surtout, mais ses études de droit n'étaient qu'un simple prétexte. Libre maintenant de toute contrainte, il menait une existence de paresse et de dissipation. Pendant 3 ans, c'est à peine si j'entendus parler de lui. Mais au bout de ce temps, la cure qui jadis lui avait été destinée, se trouvant vacante par suite de la mort de son titulaire, il m'écrivit de nouveau pour me demander de la lui réserver. Sa situation, me disait-il, et je n'avais nulle peine à le croire, était des plus gênées. Il avait reconnu que le droit était une carrière sans avenir, et, si je consentais à lui accorder le bénéfice en question, il était maintenant fermement résolu à se faire ordonner. Mon assentiment lui semblait indubitable, car il savait que je n'avais pas d'autre candidat qui m'intéressât spécialement, et je ne pouvais certainement avoir oublié le vœu de mon père à ce sujet. J'opposai à cette demande un refus formel. Vous ne m'en blâmerez pas, je pense, non plus, que d'avoir résisté à toutes les tentations du même genre qui suivirent. Son ressentiment fut égal à la détresse de sa situation, et je suis persuadé qu'il s'est montré aussi violent dans les propos qu'il vous a tenus sur moi que dans les reproches que je reçus de lui à cette époque. Après quoi, tout rapport cessèrent entre nous. Comment vécut-il, je l'ignore. Mais l'été dernier, je le retrouvai sur mon chemin dans une circonstance extrêmement pénible que je voudrais oublier et que, seule, cette explication me décide à vous dévoiler. Ainsi prévenu, je ne doute pas de votre discrétion. Ma sœur, dont je suis l'aînée de plus de 10 ans, a été placée sous une double tutelle, la mienne et celle du neveu de ma mère, le colonel Fitzwilliam. Il y a 1 an environ, je la retirai de pension et l'installai à Londres. Quand vint l'été, elle partit pour Ramsgate avec sa dame de compagnie. À Ramsgate se rendit aussi Mr. Wickham, et certainement à dessein, car on découvrit ensuite qu'il avait des relations antérieures avec Mrs. Young, la dame de compagnie, sur l'honorabilité de laquelle nous avions été indignement trompés. Grâce à sa connivence et à son aide, il arriva si bien à toucher Georgiana, dont l'âme affectueuse avait gardé un bon souvenir de son grand camarade d'enfance, qu'elle finit par se croire éprise au point d'accepter de s'enfuir avec lui. Son âge, 15 ans à peine, est sa meilleure excuse, et maintenant que je vous ai fait connaître son projet insensé, je me hâte d'ajouter que c'est à elle-même que je dus d'en être averti. J'arrivai à l'improviste 1 jour ou 2 avant l'enlèvement projeté, et Georgiana, incapable de supporter l'idée d'offenser un frère qu'elle respecte presque à l'égal d'un père, me confessa tout. Vous pouvez imaginer ce que je ressentis alors et quelle conduite j'adoptai. Le souci de la réputation de ma sœur et la crainte de heurter sa sensibilité interdisaient tout éclat, mais j'écrivis à Mr. Wickham qui quitta les lieux immédiatement, et Mrs. Young, bien entendu, fut renvoyée sur le champ. Le but principal de Mr. Wickham était sans doute de capter la fortune de ma sœur, qui est de 30 000 livres, mais je ne puis m'empêcher de croire que le désir de se venger de moi était aussi pour lui un puissant mobile. En vérité, sa vengeance eût été complète. Voilà, mademoiselle, le fidèle récit des événements auxquels nous nous sommes trouvés mêlés l'un et l'autre. Si vous voulez bien le croire exactement conforme à la vérité, je pense que vous m'absoudrez du reproche de cruauté à l'égard de Mr. Wickham. J'ignore de quelle manière, par quel mensonge il a pu vous tromper. Ignorante comme vous l'étiez de tout ce qui nous concernait, ce n'est pas très surprenant qu'il y ait réussi. Vous n'aviez pas les éléments nécessaires pour vous éclairer sur son compte, et rien ne vous disposait à la défiance. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne vous ai pas dit tout cela hier soir.
Je ne me sentais pas assez maître de moi pour juger ce que je pouvais ou devais vous révéler. Quant à l'exactitude des faits qui précèdent, je puis en appeler plus spécialement au témoignage du colonel Fitzwilliam, qui, du fait de notre parenté, de nos rapports intimes et plus encore de sa qualité d'exécuteur du testament de mon père, a été forcément mis au courant des moindres détails. Si l'horreur que je vous inspire devait enlever à vos yeux toute valeur à mes assertions, rien ne peut vous empêcher de vous renseigner auprès de mon cousin. C'est pour vous en donner la possibilité que j'essaierai de mettre cette lettre entre vos mains dans le courant de la matinée. Je n'ajoute qu'un mot, Dieu vous garde. Fitzwilliam Darcy. Chapitre 36. Si Elizabeth, lorsqu'elle avait pris la lettre de Mr. Darcy, ne s'attendait pas à trouver le renouvellement de sa demande, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait contenir. On se figure l'empressement qu'elle mit à en prendre connaissance et les sentiments contradictoires qui l'agitèrent pendant cette lecture. Tout d'abord, elle trouva stupéfiant qu'il crût possible de se justifier à ses yeux. Elle était convaincue qu'il ne pouvait donner aucune explication dont il n'eût à rougir, et se fut donc prévenue contre tout ce qu'il pourrait dire qu'elle commença le récit de ce qui s'était passé à Netherfield. Elle lisait si avidement que dans sa hâte de passer d'une phrase à l'autre, elle était incapable de saisir pleinement le sens de ce qu'elle avait sous les yeux. La conviction affirmée par Darcy au sujet de l'indifférence de Jane fut accueillie avec la plus grande incrédulité, et l'énumération des justes objections qu'il faisait au mariage de Bingley avec sa sœur l'irritèrent trop pour qu'elle consentît à en reconnaître le bien-fondé. Il n'exprimait aucun regret qui pût atténuer cette impression. Le ton de la lettre n'était pas contrit, mais hautain. C'était toujours le même orgueil et la même insolence. Mais quand elle parvint au passage relatif à Wickham, quand avec une attention plus libre elle lut un récit qui, s'il était vrai, devait ruiner l'opinion qu'avec tant de complaisance elle s'était formée sur le jeune officier, elle ressentit une impression plus pénible en même temps que plus difficile à définir. La stupéfaction, la crainte, l'horreur même l'oppressèrent. Elle aurait voulu tout nier et ne cessait de s'exclamer en lisant. « C'est faux, c'est impossible, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. » Et lorsqu'elle eut achevé la lettre, elle se hâta de la mettre de côté, en protestant qu'elle n'en tiendrait aucun compte et n'y jetterait plus les yeux. Dans cet état d'extrême agitation, elle poursuivit sa marche quelques minutes sans parvenir à mettre du calme dans ses pensées. Mais bientôt, par l'effet d'une force irrésistible, la lettre se trouva de nouveau dépliée, et elle recommença la lecture mortifiante de tout ce qui avait trait à Wickham, en concentrant son attention sur le sens de chaque phrase. Ce qui concernait les rapports de Wickham avec la famille de Pemberley et la bienveillance de Mr. Darcy père à son égard correspondait exactement à ce que Wickham en avait dit lui-même. Sur ces points, les deux récits se conformaient l'un l'autre. Mais ils cessaient d'être accords sur le chapitre du testament. Elizabeth avait encore présentes à la mémoire les paroles dont Wickham s'était servi. Il était indéniable que d'un côté ou de l'autre, elle se trouvait en présence d'une grande duplicité. Un instant, elle crut pouvoir se flatter que ses sympathies ne l'abusaient point. Mais après avoir lu et relu avec attention les détails qui suivaient sur la renonciation de Wickham au bénéfice moyennant une somme aussi considérable que 3000 livres sterling, elle sentit sa conviction s'ébranler. Quittant sa lecture, elle se mit à réfléchir sur chaque circonstance et à peser chaque témoignage en s'efforçant d'être impartiale, mais elle ne s'en trouva pas beaucoup plus avancée. D'un côté comme de l'autre, elle était en présence de simples assertions. Elle reprit encore la lettre, et cette fois, chaque ligne lui prouva clairement que cette affaire, qu'elle croyait impossible de présenter de manière à justifier Mr. Darcy, était susceptible de prendre un aspect sous lequel sa conduite apparaissait absolument irréprochable. L'accusation de prodigalité et de dévergondage portée contre Wickham excitait cependant son indignation. L'excitait d'autant plus peut-être qu'elle ne pouvait rien découvrir qui n'en prouvât l'injustice. De la vie de Wickham avant son arrivée en Huntsfordshire, on ne connaissait que ce qu'il en avait raconté lui-même. D'ailleurs, en eût-elle eu les moyens, Elizabeth n'aurait jamais cherché à savoir ce qu'il en était véritablement. Son aspect, sa voix, ses manières l'avaient établi d'emblée, à ses yeux, dans la possession de toutes les vertus. Elle essaya de retrouver dans son esprit quelques traits de délicatesse ou de générosité qui pût le défendre contre les accusations de Mr. Darcy, ou tout du moins, en dénotant une réelle valeur morale, racheter ce qu'elle voulait considérer comme des erreurs passagères.
mais aucun souvenir de ce genre ne lui revint en mémoire. Elle revoyait Wickham avec toute la séduction de sa personne et de ses manières, mais à son actif, elle ne pouvait se rappeler rien de plus sérieux que la sympathie générale dont il jouissait à Meryton, et la faveur que son aisance et son entrain lui avaient conquise parmi ses camarades. Après avoir longuement réfléchi, elle reprit encore une fois sa lecture. Mais hélas, le passage relatant les desseins de Wickham sur Miss Darcy se trouvait confirmé par la conversation qu'elle avait eue la veille avec le colonel Fitzwilliam, et finalement, Darcy la renvoyait au témoignage de Fitzwilliam lui-même, qu'elle savait être, plus que personne, au courant des affaires de son cousin, et dont elle n'avait aucune raison de suspecter la bonne foi. Un instant, l'idée lui vint d'aller le trouver. Mais la difficulté de cette démarche l'arrêta, et aussi la conviction que Mr. Darcy n'aurait pas hasardé une telle proposition s'il n'avait été certain que son cousin pût corroborer toutes ses affirmations. Elle se rappelait parfaitement sa première conversation avec Wickham à la soirée de Mrs. Phillips. Ce qu'il y avait de malséant dans des confidences de ce genre faites à une étrangère la frappait maintenant, et elle s'étonna de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elle voyait l'indélicatesse qu'il y avait à se mettre ainsi en avant. La conduite de Wickham ne concordait pas non plus avec ses déclarations. Ne s'était-il pas vanté d'envisager sans crainte l'idée de rencontrer Mr. Darcy ? Cependant, pas plus tard que la semaine suivante, il s'était abstenu de paraître au bal de Netherfield. Et puis tant que les Bingley étaient restés dans le pays, Wickham ne s'était confié qu'à elle, mais aussitôt leur départ, son histoire avait défrayé partout les conversations, et il ne s'était pas fait scrupule de s'attaquer à la réputation de Mr. Darcy, bien qu'il lui eût assuré que son respect pour le père l'empêcherait toujours de porter atteinte à l'honneur du fils. Comme il lui apparaissait maintenant sous un jour différent, ses assiduités auprès de Miss King ne venaient plus que de vils calculs, et la médiocre fortune de la jeune fille, au lieu de prouver la modération de ses ambitions, le montrait simplement poussé par le besoin d'argent à mettre la main sur tout ce qui était à sa portée. Son attitude envers elle-même ne pouvait avoir de mobile louable. Ou bien il avait été trompé sur sa fortune, ou bien il avait satisfait sa vanité en encourageant une sympathie qu'elle avait eu l'imprudence de lui laisser voir. Dans ses derniers efforts pour le défendre, Elizabeth mettait de moins en moins de conviction. D'autre part, pour la justification de Mr. Darcy, elle était obligée de reconnaître que Mr. Bingley, longtemps auparavant, avait affirmé à Jane la correction de son ami dans cette affaire. En outre, si peu agréables que fussent ses manières, jamais au cours de leur rapport, qui plus fréquent en dernier lieu, lui avait permis de le mieux connaître, elle n'avait rien vu chez lui qui accusât un manque de principe ou qui trahît des habitudes répréhensibles au point de vue moral ou religieux. Parmi ses relations, il était estimé et apprécié. S'il avait agi comme l'affirmait Wickham, une conduite si contraire à l'honneur et au bon endroit n'aurait pu être tenue cachée, et l'amitié que lui témoignait un homme comme Bingley devenait inexplicable. Elizabeth se sentit envahir par la honte. Elle ne pouvait penser à Darcy, pas plus qu'à Wickham, sans reconnaître qu'elle avait été aveugle, absurde, pleine de partialité et de prévention. « Comment, s'exclama-t-elle, ai-je pu agir de la sorte ? Moi qui étais si fière de ma clairvoyance et qui ai si souvent dédaigné la généreuse candeur de Jane. Quelle découverte humiliante, humiliation trop méritée. L'amour n'aurait pu m'aveugler davantage, mais c'est la vanité, non l'amour qui m'a égarée. Flattée de la préférence de l'un, froissée du manque d'égard de l'autre, je me suis abandonnée dès le début à mes préventions et j'ai jugé l'un et l'autre en dépit du bon sens. D'elle à Bingley, de Bingley à Jane, ses pensées l'amenèrent bientôt au point sur lequel l'explication de Darcy lui avait paru insuffisante et elle reprit la lettre. Très différent fut l'effet produit par cette seconde lecture. Comment pouvait-elle refuser à ses assertions, dans un cas, le crédit qu'elle s'était trouvée obligée de leur donner dans l'autre ? Mr. Darcy déclarait qu'il n'avait pas cru à l'attachement de Jane pour son amie. Elizabeth se rappela l'opinion que Charlotte lui avait exprimée à ce sujet. Elle-même se rendait compte que Jane manifestait peu ses sentiments, même les plus vifs, et qu'il y avait dans son air et dans ses manières une sérénité qui ne donnait pas lieu d'une grande sensibilité. Arrivée à la partie de la lettre où Mr. Darcy parlait de sa famille en termes mortifiants et pourtant mérités, elle éprouva un cruel sentiment de honte. La justesse de cette critique était trop frappante pour qu'elle pût la contester, et les circonstances du bal de Netherfield, qu'il rappelait comme ayant confirmé son premier jugement, avaient produit une impression non moins forte sur l'esprit d'Elizabeth.
L'hommage que Darcy lui rendait ainsi qu'à sa sœur la calma un peu, mais sans la consoler de la censure que le reste de sa famille s'était attirée. À la pensée que la déception de Jane avait été en fait l'œuvre des siens, et que chacune des deux sœurs pouvait être atteinte dans sa réputation par de pareilles maladresses, elle ressentit un découragement tel qu'elle n'en avait encore jamais connu de semblable jusque-là. Il y avait 2 heures qu'elle arpentait le sentier, lorsque la fatigue et la pensée de son absence prolongée la ramenèrent enfin vers le presbytère. Elle rentra avec la volonté de montrer autant d'entrain que d'habitude et d'écarter toutes les pensées qui pourraient détourner son esprit de la conversation. Elle apprit en arrivant que les gentlemen de Rosings avaient fait visite tous les deux en son absence. Mr. Darcy était entré simplement quelques minutes pour prendre congé, mais le colonel Fitzwilliam était resté au presbytère plus d'1 heure, dans l'attente de son retour, et parlait de partir à sa recherche jusqu'à ce qu'il l'eût découverte. Élisabeth put à grand-peine feindre le regret de l'avoir manqué. Au fond, elle s'en réjouissait. Le colonel Fitzwilliam ne l'intéressait plus à cette heure. La lettre seule occupait toutes ses pensées. Et voilà! Bonne nuit!